Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Je commence avec vous, Alain, le grand spécialiste de la droite. Est-ce que vous croyez que Fillon va casser la baraque ? Parce que c'est ce qu'il a dit samedi, grand meeting. Écoutez, ça me paraît... Vous allez prendre un peu de café pour y arriver, parce que visiblement... Non, c'est vrai que l'expression peut paraître un petit peu paradoxale venant de lui, mais moi j'y étais samedi. Ce qui est sûr, c'est que d'avoir avec lui ce nombre quand même assez considérable de parlementaires, ça prouve que il y a... Alors ce sont des élus, bien sûr, mais enfin il y a beaucoup de gens qui ont envie que ça marche. Alors ça lui permet de tenir debout. Moi je crois qu'au fond quand même, quand il le répète sans cesse, sans aller jusqu'au bout de sa phrase, il dit on ne sait pas qui sera candidat. Il est évident qu'il y a quand même dans les têtes de beaucoup de gens qui entourent François Fillon la possibilité que Nicolas Sarkozy n'y soit pas. Et Sarkozy n'y étant pas, alors là, objectivement, c'est vrai que les cartes sont... vous qui suivez, vous y croyez à cette thèse-là ? J'aime bien quand Alain vient ici parce qu'il est toujours mesuré, réfléchi. Non, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Sarkozy peut pas se permettre de perdre une deuxième fois. Donc en fait, il n'aurait pas pris la décision. Je pense que s'il avait pris la décision, alors là, je suis même assez formel là-dessus. Je pense que s'il était sûr d'y aller, il y serait déjà candidat, parce que il a rien à gagner. Il y a une indécision dans cette affaire. Ouais. S'il était sûr d'être candidat, il le serait déjà. Ça, j'en suis sûr. D'ailleurs, plusieurs personnes de son entourage lui conseillaient de le faire. Il l'a pas fait parce que rester chef de parti, ça lui permet éventuellement, au mois de juillet, de dire, ben voilà, j'ai fait le job, j'ai remis la famille d'aplomb, place au renouvellement ou un truc comme ça. André Berkoff, quand on revient de Syrie, est-ce qu'on a l'impression que cette politique française reste passionnante ? Écoutez, vu de Syrie, moi, ce qui m'a absolument frappé, c'est que, notamment Bachar al-Assad, mais tous les autres, vous disent que dans ce qui se passe actuellement, ce qui est intéressant à Genève, sous l'égide de l'ONU, c'est les négociations pour l'avenir de la Syrie, se passe entre Américains et Russes. Sans les Français. Accessoirement, sans les Français, sans l'Europe. C'est-à-dire, ce qui est tout à fait frappant, c'est que l'Europe n'existe plus. L'Europe existe pour les migrants, mais dans cette histoire qui se passe au Moyen-Orient, qui est quand même extrêmement importante, et pour laquelle elle n'existe plus. Juste un mot pour revenir, je suis d'accord avec Alain Offray. Non, mais ça m'étonnerait beaucoup. Encore une fois, là, c'est des suppositions. Ça m'étonnerait beaucoup que Sarkozy, qui a fait tout ça pour ça, et qui est revenu à l'UMP, devenu les Républicains, qui a fait tout ça uniquement pour pouvoir se représenter. Oui, mais ça, c'est la description de l'envie. Après, il y a la réalité. Oui, mais la réalité, aujourd'hui, qui dit... Attendez, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, quelqu'un comme ça, un animal politique étendu vers ça, il renonce... Au nom de quoi il renoncerait ? Fillon n'a pas pris l'ascendant, hein ? Les sondages. Les sondages, on a la défaite annoncée, si c'est le cas, moi j'en sais rien, je vous pose la question. Moi non plus, les sondages ne disent rien d'autre qu'une photo instantanée, vous le savez mieux que moi. Donc, le problème, je crois, je ne vois pas, mais peut arriver, je ne vois pas Sarkozy renoncer. Je vais vous transformer en hôtesse de l'air. Imaginez que vous alliez vous soyez hôtesse de l'air, André, et que vous arriviez donc à l'aéroport de Téhéran, vous mettez le voile ou pas ? Écoutez, moi je suis... Souvent, c'est à partir d'affaires anecdotiques qu'on essaye de régler des problèmes fondamentaux. Alors... Juste un mot, moi je suis tout à fait en phase avec ces jeunes femmes qui disent qu'on n'a aucune envie de mettre le voile. Alors on vous dit, mais qu'attendez, on revient le business avec l'Iran, ok, très bien, c'est la culture. Ce que je voudrais savoir... C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire hier chez nos amis de BFM TV. Tout à fait, mais on voudrait savoir simplement si les hôtesses qataris et des Émirats et d'Arabie Saoudite, de Saudi Airways, enlèvent leur voile quand elles arrivent à Paris. Moi, j'aimerais qu'il y ait une réciprocité partout. Après, bon, les affaires sont les affaires. Alain. J'ai envie de dire, faut un peu. Alain Offray, donc Libération. Faut un peu se détendre avec cette affaire. D'ailleurs, l'histoire des hôtesses de l'air d'Air France, c'est juste. Elle va se transformer en hôtesse volontaire. Voilà, mais c'est ce qu'elle demande. Elle demande pas du tout à être non voilée à Téhéran. Elle dit juste, il faut que ce soit uniquement des hôtesses qui sont prêtes à rester voilées à Téhéran, qui aillent là-bas. Donc elles n'ont pas envie. Enfin, il y en a certaines, sans doute, celles qui ont pris la parole, n'ont pas envie. Mais enfin, il y en a plein qui vont avoir envie. Ça, je prends le pari avec toi. Sûrement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et j'ajouterais juste que je suis très choqué par ce qu'a dit tout à l'heure Nadine Morano sur la femme de Bruno Le Maire. On se voile à Téhéran, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Je comprends pas cette réflexion. D'ailleurs, il y a pas si longtemps, on se voyait même au Vatican, non, elle considère, enfin, je ne suis pas le porte-parole d'Anadine Morano, mais elle considère que c'est une sorte de Munich culturel, quoi, en fond. C'est ça son idée. Ouais, mais il y a une hystérie. Vraiment, il y a une hystérie autour du voile qui est, à mon avis, pas légitime. Oui, simplement, moi, je constate que quand la princesse la reine Rania de Jordanie est allée en Arabie Saoudite, elle n'était pas voilée. Et je trouve ça formidable qu'une reine musulmane
jordanienne ne s'est pas voilée. On a vu des photos d'elle, elle n'était pas voilée en Arabie Saoudite. Je voudrais qu'on écoute François Fillon, puisqu'on évoquait son cas tout à l'heure, à 7h45. Il était chez nos confrères de France Info. Il parle de la primaire, de sa candidature et des autres. Dans la primaire à droite aujourd'hui, il y a des candidats de la revanche, il y a des candidats du consensus. Ben moi, je suis le candidat qui veut changer les choses. Tous ceux qui expliquent qu'ils en ont une envie folle, ça montre une chose, ça montre qu'ils ont envie de pouvoir pour eux. Voilà. Et moi, j'ai pas envie du pouvoir pour moi. J'ai envie du pouvoir pour mettre en œuvre les convictions qui sont les miennes. Et je pense en plus que la France a besoin d'une équipe de France plutôt que d'un homme providentiel. Voilà donc les propos de François Fillon. Je voudrais qu'on parle un peu de cette affaire de Panama Papers avant de repartir à Marseille avec Philippe Pujol tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est comme WikiLeaks. Alors voilà ce qui s'est passé. Ça arrive évidemment dans une sorte de syndicat de journalistes d'investigation, mais au départ, c'est probablement une clé USB qui est donnée à un journal allemand avec tout un listing donc d'une société au Panama qui évidemment redistribue des sociétés qui défiscalisent dans le monde entier. C'est un scandale, c'est pas un scandale? Écoutez, c'est simplement, non, il y a aucun scandale, c'est une révélation d'un état de fait qui existe depuis 30, 40, 50 ans. C'est-à-dire depuis qu'il y a des paradis fiscaux, depuis qu'il y a des sociétés offshore, etc. Ça ne veut pas dire qu'on légitime ça en disant ça. Ça veut dire simplement que la technologie d'aujourd'hui et l'univers 3.0 ou 2.0 dans laquelle on vit fait que ça va être de moins en moins possible de dissimuler. C'est ça qui est tout à fait passionnant dans cette histoire. C'est pas le fait qu'il y ait des paradis fiscaux et des sociétés offshore. Franchement, ça c'est quel scoop. En revanche, la colère, là, puisqu'on est dans un système où en fait, en France comme dans beaucoup de pays, il y a une sorte de colère populaire qui est en train de s'exprimer, Podemos, les indignés, etc. Oui. Les Grecs à qui on demande de rembourser leurs dettes, évidemment, quand ils voient que les dirigeants finlandais, les dirigeants chinois, les dirigeants russes, une grande partie des dirigeants de la planète. Je parle pas des personnalités privées, mais je parle des dirigeants politiques qui exportent leur argent dans des paradis fiscaux. Oui, je ne sais pas si ça va entraîner la colère populaire. C'est quand même le ressort d'une violence. Oui, mais le problème vraiment important, c'est que ce n'est plus possible de cacher, ou de moins en moins possible. C'est ça qui est très fascinant, encore une fois. C'est-à-dire que l'histoire de WikiLeaks, c'était impossible sans Internet. L'histoire de Snowden impossible, et l'histoire de cette clé USB prise dans ce cabinet d'avocats est vraiment la preuve qu'aujourd'hui, n'importe qui peut prendre une clé USB de n'importe quel cabinet et montrer. Je voudrais vous poser une question, je pense pas fondamentale, parce que ce serait prétentieux de ma part, mais qui quand même, à mon avis, le fond de cette affaire-là. Pourquoi les gouvernements occidentaux n'arrivent pas à baisser massivement les impôts, ce qui serait le meilleur moyen que les gens, je parle même en France, ne partent pas en Belgique, ne partent pas en Angleterre et ne mettent pas leur argent dans les paradis fiscaux? Pourquoi on n'arrive pas à baisser les impôts dans les démocraties classiques? Poser la question à François Hollande et à Manuel Valls. Pourquoi? Ou à Nicolas Sarkozy avant. Ou à Nicolas Sarkozy avant. Mais l'État, la conception de l'État qui consiste à dire l'État c'est mieux que vous ce qu'il fait pour vous, donc on va vous prendre les impôts qu'il faut parce que nous savons ce qu'il faut faire. Voilà. Et c'est le deuxième pays du monde après le Danemark en termes de prélèvements fiscaux. 57. Voilà. Je sais pas, on n'a pas les chiffres, on a juste des noms comme ça qui nous arrivent. Enfin, je suis pas sûr, puisqu'on parle là des responsables politiques dont les noms arrivent, je suis pas sûr que Patrick Balkany, si on changeait la fiscalité en France, aurait pas eu un compte ailleurs. Moi, je suis d'accord pour dire que ce qui est spectaculaire dans cette affaire, c'est qu'effectivement, on a l'impression que, c'est là que c'est assez salutaire d'ailleurs, que des choses sont de moins en moins possibles. Et c'est pas très étonnant que des princes saoudiens, même que Poutine ou des dirigeants chinois et de l'argent à Panama, ce qui est plus problématique et ce qui peut être vraiment avoir des vraies conséquences, c'est que le chef du gouvernement islandais, par exemple, un pays qui a traversé une grave crise. Le père de Cameron. Là, ça, que des responsables de pays démocratie, c'est quand même un vrai problème. Et là, à mon avis, ça peut quand même avoir des conséquences. La question, c'est qu'en fait, tous ces problèmes de fiscaux, prenons un exemple qui est le nôtre. Vous allez en Belgique en voiture sans problème, mais en même temps vous déménagez en Belgique. C'est-à-dire que vous avez des frontières fiscales et il n'y a pas de frontières physiques. Ça peut plus durer ce truc-là. On peut pas dire vive l'Europe et après gueuler contre les gens qui partent dans d'autres pays d'Europe pour des raisons fiscales. Mais ça vous prouve à quel point, juste un mot, que vive l'Europe était une aimable plaisanterie, puisque l'harmonie fiscale entre les 5 pays de l'Europe, du cœur de l'Europe des années 50, n'a pas été faite. Mais la question c'est pourquoi, justement. Non mais je suis pas convaincu que ça ait à voir avec les révélations qui nous arrivent en ce moment. Non, j'essaye d'avancer, parce que ça, on va attendre le monde. Oui. Je parle en général, maintenant. Revenons sur Terre, en dehors de cette affaire. Pourquoi on n'arrive pas à harmoniser fiscalement les politiques en Europe ?
Ce qui réglerait beaucoup de problèmes quand même. Ça, il y a les réticences en France, par exemple, à tout ce qui est transfert de compétences, plus d'Europe, etc. On sait bien qu'elles sont considérables, à droite comme à gauche. Et donc, on n'a pas avancé, on n'a pas tiré les conséquences de Maastricht, on n'a pas tiré les conséquences de l'Union européenne. Tout le monde le dit, les candidats, par exemple, à la primaire en ce moment le disent. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est d'ailleurs assez extraordinaire. C'est vrai que le programme de Fillon qu'on entendait tout à l'heure est très avancé, etc. Celui de Juppé avance pas mal non plus. C'est sur les questions européennes. Ils sont beaucoup plus. Ça vient en dernier. Pour le moment, on ne sait pas trop, justement, comment ils répondent à la question que vous posez là. Nous sommes en direct avec Philippe Pujol, que nous avons perdu tout à l'heure sur l'antenne de Radio Classique, puisqu'il a écrit donc ce livre 10 ans d'immersion dans les quartiers nord. Je reviens évidemment, on saute un petit peu du coq à l'âne à l'affaire de la cité Bassins, donc à Marseille, avec ces exécutions qui ont eu lieu à 22h30 samedi soir dernier. Vous disiez, Philippe, tout à l'heure, merci de nous retrouver, que c'était malheureusement banal. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plutôt des exécutions qui sont liées à un fin de cycle et que ces quartiers seraient récupérés par les forces de l'ordre, ou est-ce qu'au contraire on est dans une période d'expansion du trafic de drogue dans les quartiers nord de Marseille? Non, on est dans une période d'affaiblissement des trafics, avec des consommateurs qui se tournent un petit peu vers l'autoproduction. Donc il y a moins de business et donc il y a plus de concurrence. Et quand il y a plus de concurrence, eh ben ça sort les coltes. Et donc on n'est pas du tout dans une période d'extension. Je pense pas que la solution soit policière, absolument pas. C'est comme si on demandait à des infirmiers de soigner des maladies graves, c'est pas possible. Mais par contre, est-ce que ça va s'arrêter? Non, probablement pas. Pas tant qu'on n'aura pas une action sociale et sociétale sur ces quartiers qui sont des ghettos, tout simplement. J'ai entendu les propos de Manuel Valls, la sociologie c'est bien, mais la répression c'est mieux. Vous lui répondriez quoi? Il faut un peu des deux. La répression, on peut pas s'en passer, c'est certain. Maintenant, il faut une répression plus intelligente que telle qu'elle se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on interpelle beaucoup de consommateurs, de très gros consommateurs, qu'on fait passer pour des dealers, et tout simplement parce que on sait qu'ils savent tout sur le réseau, puisque ce sont des consommateurs qui sont à proximité des dealers. Et quand on leur demande de balancer des noms, eux ils tiennent à leur peau, donc ils balancent pas de noms, donc on les met en tôle et on appelle ça des dealers. Donc ça, c'est pas de la vraie répression, c'est un semblant de répression. Maintenant, il faut avoir une pression sur ces cités, c'est certain, il faut avoir une pression, mais en même temps, il faut avoir une solution une réponse sociale aussi au manque à gagner ensuite une fois qu'on a enlevé le réseau. Vous avez obtenu pour ce livre le prix Albert Londres en 2014. Est-ce que vous considérez, comme ça a été le cas d'ailleurs, comme à l'époque de la French Connection, qu'au fond, il y a une indifférence des Marseillais sur le thème, ils se massacrent en taux, c'est pas grave? Alors, je sais pas si tous les Marseillais pensent comme ça. En tout cas, nos élus, pas mal d'élus pensent comme ça. Et c'est une manière de botter en touche parce que c'est une manière de laisser penser que cette situation de règlement de compte, qui sont pour moi qu'un symptôme dramatique, mais un symptôme, ne serait pas du tout de leur cause. Or, la construction des ghettos, les inégalités sociales énormes que l'on trouve dans cette ville sont dues aux élus depuis 50 ans, quoi. Et donc, le fait de dire qu'ils suivent entre eux, tant mieux, ça veut dire c'est pas notre faute. Or, si, c'est de leur faute. Merci Philippe d'être intervenu donc sur l'antenne de Radio Classique en 2 temps. Donc je rappelle que vous avez obtenu le prix Albert Londres en 2014 pour La Fabrique du Monstre, 10 ans d'immersion dans les quartiers nord à Marseille. Il est 8h55. Merci à tous les deux, merci Alain, merci André pour ce matin d'avoir abordé ces sujets ô combien divers, puisqu'on a parlé évidemment du meeting de François Fillon, de la situation de Panama Papers, un petit peu de la Syrie et donc des quartiers nord de Marseille. Bonne journée à vous deux.